Bienvenue à la formation en ligne sur l'évaluation interne du programme du diplôme. L'évaluation interne pour le groupe 4 Sciences. Je me présente, M. Pinida Adjaba. Je suis examinateur ABI de l'évaluation interne de physique. Je suis consultant et formateur des gestionnaires d'établissements scolaires en gestion des systèmes éducatifs. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'évaluation interne pour le programme du diplôme, en particulier pour les groupes de matières 4. Il s'agit de la physique, de la chimie, de la biologie, de l'informatique. L'évaluation interne est une composante essentielle du programme du diplôme de l'AIB, permettant d'évaluer des compétences des élèves à travers des travaux réalisés au sein de l'établissement. Donc, elle offre une opportunité d'évaluer des compétences qui ne peuvent pas être entièrement mesurées dans les examens externes de l'IB, donc tels que la recherche, l'analyse critique et la communication orale. Donc, son objectif, c'est d'encourager les élèves à approfondir leur compréhension des sujets étudiés, de développer des compétences de recherche et d'analyse indépendantes. Ça permet une évaluation continue et formative des progrès des élèves. La structure de l'évaluation interne. La composante principale. Les évaluations internes varient selon les disciplines, mais incluent généralement des travaux tels que des essais, des projets, des présentations orales ou des rapports de laboratoire. On a divers types d'évaluations internes qui sont soumis. En sciences, on a des rapports de laboratoire détaillant l'expérience menée par l'élève. En langue, on a des présentations orales ou écrites sur des thèmes littéraires ou culturels. En art, on a des portfolios, des journaux de création artistique. Et donc, ça change en fonction de la discipline. Les critères d'évaluation également. Les critères d'évaluation sont spécifiques à chaque discipline et définissent les attentes en termes de qualité et de contenu des travaux des élèves. Application des critères dans différentes disciplines. Par exemple, en sciences, les critères d'évaluation permettent de savoir la précision des données, l'analyse critique, la conclusion basée sur des preuves. Donc, les critères d'évaluation mesurent ces différents types de compétences-là. En langue, on a la clarté de l'expression, la cohérence de l'argumentation, la richesse du vocabulaire. Donc, c'est ce qu'on cherche dans l'évaluation interne et donc les critères d'évaluation sont basés sur ça. Par exemple, en art, on parle de l'originalité, de la maîtrise de la technique, des réflexions critiques sur le processus créatif. Donc, ces critères sont basés sur les disciplines et sur certaines compétences de ces disciplines-là. Et quel est le rôle de l'enseignant et quel est le rôle de l'élève? Les responsabilités des enseignants: fournir des directives claires et des attentes pour les travaux d'évaluation interne. Donc, les enseignants doivent dire exactement, clairement aux élèves qu'est-ce qu'on attend d'eux dans l'évaluation interne. Chaque enseignant dans sa matière. Offrir un soutien continu et des recours constructifs tout au long du processus. Donc, on attend de l'enseignant que l'enseignant soutienne l'enfant, l'élève, dans le processus du travail de l'évaluation interne. Donc, avec des conseils et vérifie les attitudes des choses, il oriente, il essaie d'amener l'enfant à aller plus loin. Assurer une évaluation juste et
cohérente conformément aux critères de l'AIB. Effectivement, l'enseignant doit vraiment vérifier si le travail de l'élève est juste. Est-ce que le travail de l'élève, est-ce que le travail là, est-ce que c'est vraiment le travail de l'élève? L'enseignant doit vérifier tout ça, être sûr qu'il n'y a pas de plagiat. L'implication des élèves est importante. Il faut encourager les élèves à prendre en charge leur propre apprentissage et à s'engager activement dans le processus. Donc, on est là comme des coachs et on donne des conseils à ce que l'enfant puisse bien progresser dans son travail. On ne fait pas le travail à la place de l'enfant. Pour promouvoir l'auto-évaluation pour aider les élèves à identifier leurs forces et les domaines à améliorer. Donc, on doit aider les élèves dans le processus de l'évaluation interne à se questionner en se basant sur les critères pour voir si eux-mêmes, ils n'ont pas pu voir les faiblesses de leur travail pour pouvoir l'améliorer d'eux-mêmes. Alors, il faut un processus, il faut un calendrier de l'évaluation interne parce que l'évaluation interne, c'est de DP1, de la première année du diplôme à la deuxième année du diplôme. Donc, il faut un calendrier qui permet de mettre les étapes de l'évaluation. Quand est-ce qu'il faut faire la sélection du sujet et du projet? Quand est-ce que l'élève doit faire la recherche et les collectes d'informations, la rédaction ou la création du travail, la révision et l'amélioration basée sur les retours, les soumissions finales pour l'évaluation. Donc, tout ça, ça doit être dans un calendrier et l'élève doit être au courant du calendrier-là. Il sait qu'à telle date, il doit pouvoir avoir son sujet et discuter avec l'enseignant parce que pendant tout le processus, l'enseignant a 10 heures pour, par exemple, la physique et pour travailler avec l'élève pendant les 2 ans. Donc, il faut mettre en place des stratégies qui permettent à l'élève de toujours revenir voir l'enseignant quand il y a des difficultés. Donc, quand est-ce qu'il faut faire la recherche des informations, la rédaction du travail et la première fois, c'est le travail préliminaire que l'enfant doit envoyer. Il faut mettre une date pour que l'enfant envoie un brouillon qui s'appelle la remise préliminaire. Et après ça, l'enseignant fait un retour et il y a la remise finale. Donc, calendrier et des délais à respecter. Donc, établir ça correctement, les dates limites, assurer que les élèves disposent de suffisamment de temps pour compléter chaque phase tout en respectant les échéances de l'AIB. Les notations de l'évaluation interne. Donc, les travaux, comment est-ce que les travaux sont notés? Les enseignants évaluent les travaux en fonction des critères spécifiques établis par l'AIB pour chaque discipline. Nous allons le voir au cours de notre formation. Donc, comme je l'ai dit, notre formation va être basée sur le groupe 4, sciences. Et donc, c'est un guide de l'évaluation interne qui va permettre aux enseignants du groupe de matière 4 de pouvoir mieux s'en sortir, de pouvoir mieux encadrer les élèves. Donc, l'évaluation interne en sciences est une opportunité pour les élèves de mener une recherche approfondie sur un sujet de leur choix, surtout de leur choix. Pour garantir leur réussite, il est essentiel qu'ils comprennent parfaitement les critères d'évaluation et développent des compétences nécessaires à chaque étape du processus. Donc, les enseignants jouent un rôle clé dans l'accompagnement des élèves en les aidant à affiner leurs idées, à structurer leurs recherches et à éviter les erreurs courantes. Donc, les fondements de l'évaluation interne. Donc, les critères essentiels de l'évaluation interne. Il y a la formulation d'une question de recherche qui doit être claire, bien définie et ancrée
dans un contexte précis, l'identification des variables, la variable indépendante, la variable mesurable ou la variable dépendante, ainsi que les variables de contrôle identifiées. La méthodologie rigoureuse, collecte et traitement des données effectuées avec précision, compétences analytiques, analyser les incertitudes et les interprétations des résultats avec l'esprit critique, l'application des principes de physique, de biologie, de chimie, d'informatique. Ça, c'est une démonstration d'une compréhension approfondie du sujet doit être vue dans l'évaluation interne. Et la réflexion critique, donc l'évaluation des forces, des limites de la recherche. Donc voilà les critères essentiels de l'évaluation interne. Le développement des compétences pour la recherche. Donc, comme c'est une recherche, la préparation des élèves. Les enseignants doivent encourager dès le début du programme la curiosité scientifique, la formulation des questions ouvertes, l'usage de méthodes expérimentales et analytiques. Les élèves doivent être capables de relier leurs recherches aux concepts étudiés en classe et peuvent explorer des sujets au-delà du programme officiel tant qu'ils restent ancrés dans la physique. Donc, les expérimentations, les simulations. Donc, quand l'enseignant fait son cours, il tient compte de tout ça. Il tient compte aussi des sujets des élèves, des thèmes des élèves pour pouvoir les amener à vite comprendre les concepts qu'ils auront à faire face. Et par exemple, il y a certains thèmes qui sont particulièrement adaptés aux expériences pratiques. Par exemple, en physique, la cinématique, l'oscillation, les résistances électriques, les champs magnétiques, la physique thermique, la réfraction. Ça, c'est des thèmes qui vont vers les expériences pratiques. Donc, par rapport aux thèmes, aux sujets choisis par les élèves, l'enseignant peut rapidement orienter son cours aussi. Il y a des thèmes qui sont difficiles à réaliser en pratique. Et donc, on est obligé d'utiliser des simulations. Par exemple, la désintégration nucléaire, les lois des gaz, l'astrophysique, la modélisation thermique. On utilise des logiciels de simulation. Donc, ensuite, l'étape du processus de recherche. La formulation de la question de recherche. Donc, les élèves doivent explorer des sources fiables, articles, travaux antérieurs, pour s'inspirer sans plagier. Donc, il faut les aider dans ça. Vérifier la faisabilité expérimentale et théorique du sujet. Ils doivent vérifier tout ça. Ensuite, la conception et le test du protocole. Identifier les variables clés et définir la méthode de collecte de données. Évaluer la faisabilité technique et les aspects de sécurité. Donc, ils font un test pour voir si ce qu'ils ont pris comme sujet, est-ce que c'est pas trop dangereux. Si c'est dangereux, l'enseignant doit pouvoir faire en sorte de minimiser les dangers ou carrément de laisser tomber. Donc, l'enseignant peut évaluer ces risques de sécurité-là. Et aussi, est-ce que les variables par rapport au laboratoire, est-ce que les variables, on peut les mesurer avec les outils qu'on a au laboratoire? Donc, ainsi de suite. Ensuite, une fois qu'on a fait le test, alors on sait vraiment que cette variable, elle va être la variable indépendante et celle-là est contrôlée parce que ça influence la variable mesurée. Alors, on peut passer maintenant aux collectes et l'analyse des données. On fait une expérience, on fait l'expérience, on enregistre les résultats avec précision, on utilise les outils mathématiques, les statistiques, les incertitudes, les graphiques. Ensuite, on passe à l'interprétation des résultats et à la communication scientifique. Donc, on va analyser maintenant les données
et en tenant compte des incertitudes, des erreurs présentées maintenant et des conclusions de manière rigoureuse et argumentée. Et à la fin, on va faire une évaluation et l'amélioration de la recherche parce que l'objectif, ce n'est pas de réussir complètement l'expérimentation ou la recherche qu'on est en train de faire ou la programmation. C'est l'objectif maintenant, c'est qu'est-ce qu'on a quand on a fait ceci? Est-ce que on a atteint les objectifs ou pas? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas atteint? Pourquoi est-ce qu'on a atteint les objectifs? Quelles étaient les limites? Et quels étaient les biais de l'étude? Et on va comparer nos résultats avec les prévisions théoriques. S'il y avait un contexte aussi savant, on va comparer. Et donc, il est très important de faire l'évaluation. Souvent, les élèves, et ils n'aiment pas trop s'attarder sur l'évaluation. Or, c'est une partie très, très, très importante de l'évaluation interne. Le développement des compétences mathématiques. Donc, l'évaluation interne a besoin des compétences mathématiques, par exemple les opérations de base, addition, soustraction, multiplication, division, les calculs des moyennes, des fractions, des pourcentages, des proportions, la manipulation des fonctions trigonométriques, logarithmiques, exponentielles, et tracer et interpréter les graphiques, les pentes, les incertitudes, la résolution des équations algébriques, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de trucs de mathématiques qu'on utilise dans l'évaluation interne. Et les élèves doivent vraiment bien s'outiller et de ces trucs-là, surtout des trucs statistiques aussi. Donc, le conseil pour les enseignants, l'accompagnement, la correction des erreurs. Les enseignants doivent guider les élèves tout au long du processus. Guider. Et pas seulement au moment de la relecture du brouillon, pas à la phase préliminaire, mais tout le temps, l'enseignant doit savoir où l'enfant en est de son travail et guide. Aider à affiner les questions de recherche pour éviter les erreurs courantes. Trop de variables. Il y a des élèves qui mettent 3, 4 variables indépendantes où il faut plusieurs manipulations. Il faut éviter tout ça, ces erreurs-là. Et puis aussi les concepts qui ne sont pas vraiment quantifiables, les attentes irréalistes. Et l'enseignant doit pouvoir encadrer cela. Encourager les élèves à approfondir leurs recherches en reliant leurs idées aux thèmes étudiés en classe vers ce que les recherches respectent les principes d'intégrité académique. Ça, c'est très, très, très important. Maintenant, avec les IA, les intelligences artificielles et tout, il faut vraiment que les élèves évitent de faire ce type de plagiat. Et nous avons le Turnitin que nous devons utiliser pour voir le degré de plagiat. Et nous avons aussi des logiciels pour détecter si ce n'est pas l'intelligence artificielle qui a fait ce travail. Donc, déroulement de l'évaluation interne en sciences. L'évaluation interne, comment on va évaluer? Il y a 5 critères en physique, il y a 5 critères en informatique et il y a 4 critères en biologie et en chimie. 5 critères en physique, il y a l'investissement personnel, l'exploration, l'analyse, l'évaluation et la communication. Par contre, en informatique, il y a la spécification du problème, la planification, l'aperçu du système, le développement et l'évaluation. Pour la chimie et la biologie, méthode de recherche, analyse des données, conclusion et évaluation. Vous allez voir qu'à chaque fois, il y a toujours l'évaluation qui vient vers la fin. Donc, ces critères définissent des compétences et des objectifs spécifiques que les élèves doivent atteindre dans le cadre des sciences du programme du diplôme. Donc, les critères d'évaluation, on va voir comment est-ce qu'on va évaluer, mais dans la suite, nous allons nous concentrer exclusivement sur la physique et plutôt que d'aborder l'ensemble des matières du groupe 4. Donc, la technique utilisée
pour pour l'évaluation de l'évaluation interne est similaire. Donc, c'est similaire. Les techniques appliquées en physique, c'est la même technique en chimie, en biologie et en informatique. Donc, les critères d'évaluation de l'évaluation interne de physique. L'évaluation est sommative et critériée avec un total maximum de 24 points répartis sur 5 critères. Contrairement à une évaluation normative où les élèves sont classés les uns par rapport aux autres, le système de l'IB évalue chaque travail en fonction des critères définis. Et là, l'investissement personnel. Voilà le critère, le premier critère, l'investissement personnel. Et on a 3 niveaux, le niveau 0, le niveau 1 et le niveau 2. Et chaque niveau présente des descripteurs. Par exemple, le niveau 0, le descripteur, le rapport de l'élève n'atteint pas l'un des niveaux décrits ci-dessous. Vous voyez? Alors, dans le niveau 1, on a 1, 2, 3 descripteurs. Le rapport témoigne peu d'investissement personnel dans la recherche et l'élève fait preuve d'une réflexion indépendante, d'une initiative ou d'une créativité limitée. La justification du choix de la question de recherche ou du thème de recherche ne révèle pas leur importance pour l'élève, un intérêt personnel ou une curiosité. Et troisième, le rapport témoigne peu d'une contribution et d'une initiative personnelle lors de la conception, de la mise en œuvre ou de la présentation de la recherche. Donc, tout ça c'est le niveau 1. Et on a les 3 descripteurs. Vous devez lire chaque descripteur, voir si le descripteur, les descripteurs là, reflètent le travail de l'élève. Si ce n'est pas le cas, vous allez sur le niveau 2. Le rapport témoigne clairement d'un investissement personnel dans le travail et l'élève fait preuve d'une réflexion indépendante, d'une initiative ou d'une créativité considérable. La justification du choix de la question de recherche et ou du thème de la recherche révèle leur importance pour l'élève, un intérêt personnel ou une curiosité. Le rapport témoigne d'une contribution et d'une initiative personnelle lors de la conception, la mise en œuvre ou la présentation de la recherche. Ça, c'est le niveau 2. Vous allez lire le document et voir est-ce que ces descripteurs-là s'y trouvent. Est-ce que ça reflète vraiment le travail de l'élève? Maintenant, regardez. Prenons descripteur par descripteur. On va voir qu'est-ce qui se passe. Vous allez voir quelque chose. Je prends le descripteur du niveau 1. Le premier, on dit le rapport témoigne peu d'investissement personnel dans la recherche et l'élève fait preuve d'une réflexion indépendante, d'une initiative ou d'une créativité limitée. Maintenant, regardez ici. Quand on passe au niveau 2, le rapport témoigne clairement d'un investissement personnel dans la recherche et l'élève fait preuve d'une réflexion indépendante, d'une initiative et ou d'une créativité considérable. Vous voyez, limitée, considérable. Il y a des mots, il y a des mots clés qu'il faut voir. Ici, peu, clairement. Regardez maintenant le deuxième descripteur du niveau 1. La justification. Donc ici, c'est la justification du choix de la question de recherche. La justification du choix de la question de recherche ou du thème de recherche ne révèle pas leur importance. Donc ça ne révèle pas leur importance. D'accord? Et quand on fait le lien avec le 2, la justification de la question. Donc on est toujours sur le même descripteur.
mais de niveau plus élevé. Donc, des recherches révèlent leur, ici ne révèlent pas, ici révèlent leur importance. Et, troisième descripteur, le rapport témoigne peu d'une contribution. Or, ici, on dit le rapport témoigne d'une contribution. Donc, il n'y a plus le peu. Donc, vous devez regarder descripteur par descripteur et voir dans quel niveau et qu'est-ce qui répond mieux au travail de l'élève. Nous allons faire, c'est pareil pour les autres descripteurs, c'est pareil pour les autres critères. Si je passe à l'exploration, si je passe à l'exploration, je vais constater la même chose. Quand je prends le niveau 1, on va voir que le thème, on dit que le thème le thème de recherche est mentionné et une question de recherche assez pertinente est indiquée. D'accord? Assez pertinente est indiquée. Et quand je reviens ici, je vois que le thème et la recherche mentionnée est une question de recherche pertinente, mais pas tout à fait précise. Donc, vous voyez qu'on a évolué un peu, est décrite. Et si je viens là, le thème de la recherche est mentionné et une question de recherche pertinente est tout à fait précise et clairement décrite. Donc, vous devez regarder ces mots consignes. D'accord? Vous devez regarder ces mots consignes, descripteur par descripteur, niveau par niveau, et voir qu'est-ce qui répond mieux au travail de l'élève. Donc, vous devez lire tout le document. Si je reviens en arrière, donc l'investissement personnel, vous devez lire tout le document pour savoir quel a été son investissement personnel. D'accord? Tout le document doit être lu avant de pouvoir trouver le niveau de l'élève. Et, par exemple, ici, la justification du choix de la question de recherche. Donc, vous regardez la question de recherche et vous voyez sa justification. Est-ce que cette justification ne révèle pas d'une importance pour l'élève ou ça révèle d'une importance, d'un intérêt pour l'élève? Vous voyez? Donc, vous devez lire ça. Et l'investissement tient compte jusqu'à la réalisation. Est-ce que l'enfant, l'élève, a pu trouver de lui-même des techniques propres à lui pour pouvoir réaliser l'expérience qui sort de l'ordinaire et qui est authentique? C'est de l'investissement personnel. Donc, tout le document doit être lu. Donc, voilà les descripteurs, les critères et les niveaux, les descripteurs. Donc, voilà, chaque descripteur, chaque niveau. Et c'est pareil. Ça, c'est pour la physique. Pour l'informatique, voilà, pour l'informatique, le premier critère est spécification du problème. Alors, ici, le point, c'est répond, n'atteint pas l'un des descripteurs ci-dessous. Donc, vous voyez ici, c'est la même chose. On dit, résume un scénario de problème, indique des critères de réussite limités, résume la nature des solutions. Or, ici, on dit décrit le scénario, le niveau plus élevé, décrit, indique, explique. Vous voyez les mots consignes. Donc, vous devez aussi connaître le sens des mots consignes. Pour connaître vraiment le sens des mots consignes, vous allez dans votre guide, le guide de la matière. À la fin du guide, on a les mots consignes comme ça qui sont expliqués. Qu'est-ce que ça veut dire résumé? Qu'est-ce que ça veut dire décrit, indique, tout ça. Donc, si l'enfant a résumé le scénario, l'enfant est ici. Mais si l'enfant a décrit, l'enfant est là. Et ainsi de suite. Donc, le niveau augmente au fur et à mesure des mots consignes. Donc, il faut faire très attention à ces mots-là. Donc, c'est pareil, hein, c'est pareil pour les autres critères. Donc, c'est pareil pour les autres critères. Donc, ici, on dit construire une démonstration.
une décomposition partielle. Or, ici, on dit construire une décomposition raisonnable. Voilà les mots là. Partielle ici, raisonnable. Vous voyez? Donc, si je vais par exemple en biologie, je vais avoir la même chose. D'accord? Donc, ça, c'est le critère recherche. D'accord? Critère recherche. Et donc, si je prends le niveau 1, le niveau 1, 2, d'accord? Si je prends le niveau 1, 2, vous voyez, bon, j'ai ici la recherche. La question de recherche est indiquée sans contexte. Par contre, ici, la question de recherche est résumée. Ici, c'est indiqué, est résumé dans un contexte. Ici, c'est sans contexte. Et là, la recherche, la question de recherche est décrite dans un contexte spécifique et approprié, ainsi de suite. Donc, vous voyez, quand les points augmentent ou les niveaux augmentent, alors les indicateurs sont les mots consignes. Très bien. Maintenant, la question de savoir comment on va trouver vraiment le niveau de l'élève pour chaque descripteur. Comment on va faire ça? Comment on va pouvoir le faire? Comprendre l'utilisation des bandes de notation. Donc, maintenant, on va se familiariser aux bandes de notation. Donc, comment utilise-t-on une bande de notation? Lorsqu'on attribue une note, tous les descripteurs d'une bande donnée doivent être pris en compte pour évaluer le travail d'un élève. Quand on parle de bande, voilà, ça c'est une bande. D'accord? Ça c'est le niveau 3, 4. Donc c'est une bande de notation avec 1, 2, 3, 4 descriptifs. 4 descripteurs. D'accord? Donc ça c'est une bande. Comment on sait que l'enfant est dans cette bande? Comment on sait que l'enfant est dans cette bande? Donc on nous dit que lorsqu'on attribue une note, tous les descripteurs d'une bande donnée doivent être pris en compte pour évaluer le travail d'un élève. Voilà, donc si je suis ici, dans ce descripteur, dans cette bande, j'ai 4 descripteurs, 4 descripteurs. Donc, je dois voir les 4 descripteurs. Je ne dois pas utiliser, je ne dois pas prendre juste les 2 premiers et puis c'est tout. Non, je dois regarder les 4 descripteurs dans la bande. Est-ce que les 4 descripteurs de cette bande-là donnent vraiment le niveau de l'élève? Maintenant, on se pose la question, ah, peut-être que l'enfant peut être ici dans le niveau 1. Je donne un exemple là, simple. Peut-être que l'enfant a pu, pour le premier descripteur, l'enfant est ici. Que l'enfant fait la présentation de la recherche manque de clarté, ce qui rend difficile la compréhension de l'objectif du processus et des résultats. Par contre, quand on vient ici, pour ce descripteur, le rapport est mal structuré et manque de clarté, on voit que plutôt l'enfant est ici. L'enfant est dans un niveau 3-4. Que le rapport est bien structuré et clair. Les informations nécessaires sur l'objectif, le processus et le résultat sont inclus et sont pertinents de façon cohérente. Peut-être l'enfant est ici. Ensuite, l'autre critère, l'enfant est ici. Et l'autre, l'enfant est ici. Et l'autre ici, au lieu que ça, l'enfant est ici. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va donner le niveau de l'enfant? Comment on peut savoir le niveau de l'enfant? Donc, l'AIB a prévu ça. Donc, d'abord, il dit, faut-il que tous les critères soient remplis pour attribuer la note correspondante? Donc, on demande, est-ce que, par exemple, si je veux donner la note 3, 4 ou bien 4, est-ce que tous les critères ici doivent être là? Par exemple, est-ce que si je fais comme je viens de le faire tout de suite, je le refais comme ça, je constate que l'enfant ici, il est ici. Je vais mettre le rouge. L'enfant est là, l'enfant est là, l'enfant est là. Et pour ce critère, l'enfant se retrouve ici. Alors, est-ce que
On se pose la question, est-ce qu'on a besoin que tout soit ici pour que je puisse donner le niveau 3, 4? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Parce qu'il y a les descriptifs. Si je prends, le rapport est bien structuré et clair, les informations nécessaires sur l'objectif, le processus et les résultats sont inclus et sont présentes et sont présentés de façon cohérente. Ce descriptif, peut-être, ce descriptif-là est plus imposant que celui-là. L'utilisation des terminologies, des conventions propres à la matière est appropriée et est correcte. Les erreurs éventuelles ne gênent pas la compréhension. Si je prends ce critère-là et ce critère a plus de poids parce que le rapport est bien structuré, clair. Les informations nécessaires sur l'objectif, le processus et les résultats sont incluses et sont présentes de façon cohérente. Ça a un poids plus que celui-là. Du coup, donc, on va mesurer les poids des descriptifs dans cette bande. Et puisque ça a le poids, et vu que lui, ce descriptif est dans le niveau 2, je peux, au lieu de donner la note maximale 4, je vais donner la note minimale 3 pour l'élève parce que ce critère, et ce descriptif se retrouve dans le niveau 1-2. Donc, au lieu que l'élève ait le niveau maximum 4, je vais lui donner le niveau minimum 3. Donc, je fais comme ça. Je fais comme ça. Ça, c'est une technique. Donc, exemple, si le travail respecte 2 critères sur 3, mais que le troisième fait défaut, l'élève sera récompensé pour les 2 critères remplis. La note attribuée se situera alors dans la partie inférieure de la fourchette de points pour refléter l'absence du troisième élément. Donc, c'est ce que je viens de dire. Donc, la partie inférieure, c'est 3. Au lieu de lui donner 4, je lui donne 3. Autre méthode. Supposons qu'il y a du désordre. Il y a 1 ici, il y a 3 ici, il y a 2 ici, il y a 3 ici. Tout est mélangé. Si tout est mélangé, alors on utilise le meilleur ajustement. D'accord? L'approche du meilleur ajustement. L'approche du meilleur ajustement permet de sélectionner la note la plus représentative du travail de l'élève parmi la gamme proposée. Elle vise à trouver le descripteur qui correspond le mieux au niveau de performance atteint. Lorsqu'un travail présente des éléments appartenant à plusieurs niveaux, on procède à un ajustement pour refléter cette variation. Tous les descripteurs ne fournissent pas le même poids dans l'évaluation, d'où l'importance d'un jugement global. Donc, c'est ce que je disais tout de suite. Voilà, refaisons notre exemple. Donc, voilà, nous sommes dans ce cas où ici, l'enfant se retrouve ici, dans ce descripteur, ici, dans ce descripteur, et lui, il se retrouve ici et là. D'accord? Donc, alors, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes. Je ne peux pas faire la moyenne. Je ne peux pas dire que, ah, ici, il est dans le niveau 2, ici, il est dans le niveau 2, ici, il est dans le niveau, je vais dire 4, et puis 3, et puis je vais additionner et puis diviser par 4. Attention. Si tu fais ça, tu ne dois pas pouvoir prendre la moyenne. Donc, il faut regarder le poids. Par exemple, si je fais 2 plus 2, ça fait 4. 4 plus 4, 8. Et 4 et 8 plus 3, ça fait 11. Donc, je vais dire que ça fait 11. Il y a combien de descripteurs? Il y a 4 descripteurs. Donc, ça fait 2, ça fait 8, et puis ça fait 3. Je mets 0, ça fait 2, et quelques. Donc, je vais dire que, puisque c'est 2, et quelques, comme
On ne peut pas prendre les notes à virgule, donc je vais dire que c'est sensiblement égal à 3. Donc je vais dire que son niveau est 3. Non, non. L'ajustement, ce n'est pas comme ça. Il faut regarder maintenant le poids. Il faut regarder le poids parce que l'élève va être entre, entre 2, 3 et 4. Ici. Bon, ce qui est sûr, le 4 ne va pas passer. Et ce qui est sûr, le 2 ne va pas passer, donc le 3. Donc, je suis en train de faire l'ajustement. Je suis en train de faire l'ajustement. Mais, supposons le contraire. Ici, parce que j'ai fait ça, pourquoi? Parce que ici, je vais constater que ceux-là, ils ont plus de poids que ceux-là. Donc, c'est pourquoi je considère. Maintenant, faisons le contraire que je fasse. Faisons le contraire. Là, ici, j'ai par exemple 3. Je vais le réécrire. Si ici, par exemple, j'ai 3. Et ici, j'ai 2. Donc, je vais dire que mon truc, il va être entre 2, même si je mets 4 là. Même si je mets 4. Mon truc, il est entre 2, 3, 4, le niveau de l'enfant. Alors, je risque de dire, ah bon, 2, non, on a dépassé, de rester à 3. De rester à 3. Je ne sais pas, peut-être que ici, je vais essayer d'aggraver un peu pour que ça puisse marcher. Bon, je ne sais pas. Voilà. Donc, avant de choisir le niveau 3, il faut que je m'assure, si par exemple ici c'est 3, il faut que je m'assure que est-ce que le poids des deux là, c'est pas petit par rapport au poids des deux là? Donc, je dois voir si le poids des deux là, c'est plus important. Par exemple, si j'ai ici 2, je donne un exemple plus concret. On va voir dans un exercice. Et je donne des trucs comme ça au hasard pour que vous puissiez comprendre. Si par exemple j'ai 2, si par exemple j'ai 2, 2 et puis 2, et ici j'ai 3. Est-ce que je dois dire, que, parce que ici c'est 3, donc il va être 3? Non. Je vais regarder le poids de ça. Je vais voir que son poids, il est faible par rapport à ça. Le poids de ceci, dans le truc, il est grand. Parce que ici, on parle du rapport qui est mal structuré. Or, ici, on parle des terminologies, des conventions. L'élève a bien utilisé I, les ampères, les trucs. Or, ici, le rapport est mal structuré. Et donc, la présence d'informations inappropriées. Les informations inappropriées et le truc mal structuré, ça a plus de poids que les terminologies I, en ampères, et les centimètres et tout ça là, vous voyez? Donc, je ne peux pas lui donner 3, je vais lui donner 2. Voilà là, un peu l'idée de l'ajustement. Donc, il y a l'ajustement linéaire qui permet de faire ça. Ensuite, quand on a fini de comptabiliser la note sur 24, comment les notes sont converties en notes finales? Les examinateurs utilisent les descripteurs de notes finales pour fixer les seuils d'attribution des notes. Bien que certains travaux correspondent parfaitement à une seule note finale, la majorité présente des caractéristiques variées. Ainsi, les examinateurs procèdent à une révision approfondie pour déterminer le nombre minimal de points requis pour chaque note finale. Donc c'est de 1 à 7, la note finale. Donc, quand l'élève a entre 0 et 3 points, l'élève a 1, l'élève a 2 entre 4 et 6, et l'élève a 7 entre 20 et 24. Donc, voilà comment on attribue cela. Donc, comment attribuer une note? Lisez les descripteurs de niveau, du plus bas jusqu'à celui qui décrit le mieux le travail évalué. Attribuer la note qui reflète le mieux l'ensemble du travail en fonction de la bande de notation. Maintenant, les exigences de l'évaluation interne selon la matière. En informatique,
La durée d'enseignement recommandée pour l'évaluation interne est de 35 heures. Et le projet ne doit pas dépasser 2000 mots. Or, le diagramme et puis le code. Et les documents soumis doivent être accompagnés d'une vidéo de 5 minutes maximum, démontrant la fonctionnalité du produit développé et illustrant la stratégie du test. Et en biologie, en physique et en chimie, l'évaluation repose sur un rapport écrit présentant les résultats de la recherche scientifique avec une longueur maximale de 3000 mots. Donc maintenant, nous allons voir un exemple. Un exemple d'évaluation interne de physique. Et voilà, ici, comment la hauteur du premier rebondissement d'un ballon varie par rapport à la pression du ballon. Donc, voilà la question de recherche. Comment la hauteur, donc ici, la hauteur, ici, du premier rebondissement d'un ballon varie par rapport à la pression du ballon. Donc, il va faire varier la pression du ballon. Donc, ce qui va changer ici, c'est la pression. Et donc, comme il change la pression devient ici la variable indépendante. La variable indépendante, c'est la variable qu'on change au cours de l'expérience nous-mêmes. C'est nous qui changeons. Et la variable dépendante, c'est la valeur qu'on mesure. C'est la valeur qu'on mesure. Et donc, ici, là, quand il va changer les pressions, il va mesurer la hauteur. Donc, la hauteur devient une variable dépendante. C'est la variable de mesure. Et les variables de contrôle, c'est des variables qu'on doit maintenir constantes. C'est des variables qu'on doit maintenir constantes parce que si on les garde pas constantes, ces variables vont influencer la variable dépendante. Exemple ici, dans ce cas-là, ils disent la hauteur du premier rebondissement. Donc, il va peut-être laisser, s'il il change de ballon, s'il change de ballon, s'il change la masse du ballon, alors la hauteur du rebondissement ne va pas être la même chose. Donc, la masse de la balle doit être constante. D'accord? Donc, si elle doit être constante, elle ne doit pas changer de ballon tout au long de l'expérience. Donc, pour chaque variable, vous devez dire comment est-ce que vous allez la mesurer et comment est-ce que vous allez la garder pour la variable contrôlée, comment est-ce que vous allez garder la variable contrôlée constante. Il faut vraiment, au niveau des variables, là, c'est très important, il faut trouver toutes les variables contrôlées qui vont agir sur la variable mesurée et les garder constantes. Bon, par exemple, pour cette expérience, on ne va pas dire que si j'allume la lumière ou que j'éteins la lumière, c'est une variable. Il faut que je fasse attention que ça soit allumé. Est-ce que la lumière influence sur la mesure de la hauteur? Est-ce que vous êtes en laboratoire, vous êtes obligé d'allumer la climatisation parce que tu veux que la température du milieu soit de 20 degrés? Est-ce que la température va influencer la mesure de la hauteur? Si la température ne va pas influencer la mesure de la hauteur, alors la température n'est pas une variable contrôlée. Par contre, si je change la masse de la balle, si je change la balle, la masse peut changer et la hauteur va changer. Donc, la masse de la balle, elle est importante. Donc, il faut la garder constante. Donc, voilà l'élève qui a fait une introduction et donc, et qui a annoncé son travail et qui a mis le contexte savant et tout. Donc, vous voyez, il a mis ce contexte savant. Ensuite, les variables. Il a mis les variables indépendantes et puis la pression, la hauteur et les incertitudes. Vous voyez, les incertitudes et la manière dont il va maintenir
il va ou soit les mesurer, ou soit il va maintenir constante et pourquoi. Donc, tout ça, nous allons voir ça dans une autre formation, comment arriver à encadrer ça. Donc, le schéma et tout. Donc, vous devez lire. Et quand vous voulez faire, voilà, déjà ici, vous voyez, ce n'est pas très lisible. D'accord? Donc, quand, quand vous allez parler de la communication, dans le critère communication, vous allez voir que vous n'arrivez pas à bien lire les trois droites là, ne sont pas bien visibles et tout. Donc, c'est un problème de communication. Donc, voilà les incertitudes qui sont présentes. Voilà. Très bien. Donc, par exemple, ici, voilà la note que l'enfant a eue, 15 sur 24. 15 sur 24, si on doit voir combien ça fait, sur 7. Donc 15 sur 24, on est à 5 sur 7. Donc, alors, donc ici, pour l'investissement, il a 2 pour chaque descripteur. Donc, par exemple, la justification du choix de la question de recherche ou du thème de la recherche révèle de leur importance pour l'élève un intérêt personnel ou une curiosité. Alors là, pour pouvoir trouver ça, je vais aller dans son introduction pour trouver, pour voir si vraiment, euh, pour voir si vraiment la justification du choix de la question de recherche est, hein, est une importance pour l'élève. Est-ce que c'est un intérêt personnel? Est-ce que c'est une curiosité? Pour que puisse avoir 2, le niveau 2. Est-ce que, donc, je dois aller chercher. Et donc, pour chercher, je dois aller dans l'introduction. Ça se trouve dans l'introduction. Donc, ici, il dit, le basketball est un sport, est un des sports les plus populaires dans le monde. C'était créé en 1891 aux États-Unis par James et le premier ballon utilisé en fait un ballon de football qui a été utilisé jusqu'à 3 ans plus tard. En 1894, Ned a créé un ballon en cuir et était 81,28 cm en circonférence et le ballon officiel qui est utilisé aujourd'hui a été créé tant. Le ballon officiel utilisé maintenant dans les tournois et les matchs, ce sont 14,96 cm et tout. Donc, il est en train d'annoncer son travail et le contexte, la circonférence, la pression, J'ai et la circonférence, la pression recommandée est de 7 à 9 psi, pound force for temps, qui vaut 0,48 bar et 0,62 bar. Il a fait une référence parce que ce n'est pas de lui, il doit dire d'où pour ne pas faire de plagiat. Donc la référence est tout en bas ici, 3. Et j'ai comme but de tester la variation de la pression de l'air dans un ballon va affecter la hauteur de son premier rebondissement. Voilà, maintenant ça commence. Je joue du basketball. Donc une importance, une curiosité. Je joue du basketball dans mon club au niveau semi-professionnel et toujours avant n'importe quel match et pendant les pauses, les ballons doivent être testés et la pression doit être mesurée. De plus, j'aime aussi regarder les matchs de basketball et toujours la pression des ballons doit être testée même durant les matchs. Je voudrais donc comprendre pourquoi, voilà la curiosité, on fait cela. Quelle est la pression recommandée et pourquoi? Voilà la curiosité.
Donc, nous demandons donc comment la hauteur du premier rebondissement d'un ballon varie par rapport à la pression du ballon jeté à une hauteur, Vous voyez? Donc, vous allez dans ces trucs-là et vous allez voir, est-ce que c'est vraiment une curiosité? Est-ce que c'est important? C'est utile pour l'élève? Ensuite, le rapport témoigne peu de contributions et d'une initiative personnelle lors de la conception, la mise en œuvre et la présentation de la recherche. Alors, tu dois lire tout. Vous devez lire tout le truc. La conception. Donc, la conception, vous allez voir que ah, c'est lui qui a fait. C'est un truc authentique. Vous voyez ça? Donc, lui-même, il a pu faire une certaine conception de la chose. Et dans les annexes, vous allez voir que il a vraiment fait un truc qui est authentique à lui. Donc, vous devez lire tout le document et voir aussi, parce qu'on a dit conception, on a dit témoin, initiative personnelle, donc l'authenticité, la conception, la mise en œuvre, la présentation de la recherche. Donc, tout le document doit être lu et voir tout ça. Au niveau de l'exploration, donc ici, l'exploration, ce critère sert à évaluer la mesure dans laquelle l'élève indique le contexte scientifique de la recherche, formule une question de recherche claire, précise, utilise les techniques, les concepts adaptés au niveau requis du programme. Donc ici, tu vas regarder la première partie. L'exploration, tu vas regarder la première partie, l'introduction. Tu vas regarder l'introduction. Oui, ici. Donc, c'est comme ça, tu vas explorer dans son travail. Tu regardes l'introduction, le contexte savant. Le contexte savant et puis la méthodologie. Les variables, la variable jusqu'à la méthodologie, le protocole expérimental. Donc, tu vas regarder jusque-là. Parce que si on retourne ici, par exemple, ici, moi, j'ai donné 4. Le thème de recherche est mentionné et une question de recherche pertinente, mais pas tout à fait précise et décrite. La plupart des informations du contexte de recherche sont appropriées et pertinentes et elles facilitent la compréhension du test. Donc, la méthode de recherche. Donc, le rapport témoigne de certaines consciences des aspects importants liés à la sécurité. Donc, tout ça, tu dois regarder aussi, est-ce que l'enfant, l'élève a parlé de la sécurité? Voilà, mesure de sécurité éthique. Et tu évalues ça, est-ce que c'est pertinent ou c'est non pertinent? Ensuite, vous voyez, donc ici, c'est 2 2 c'est bien. Ici, c'est 4 3 3 4. Et pourquoi est-ce que j'ai pris 4? Parce que le 4 qui est ici et le 4 qui est ici est d'une grosse importance que les 3 3 ici. Donc, j'ai fait l'ajustement. Et donc, ici aussi, vous allez voir, et 4 3. Je trouvais que les deux étaient plus importants que ça. Et donc, j'ai pris le 4. Et ici, j'ai pris le 3. Ouais, et puis la communication, le 2. Et donc, au total, ça fait 15 sur 24. Donc, voilà comment vous allez pouvoir balancer dans le travail de l'élève et arriver à noter. Merci et à très bientôt.